Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Merci à mes deux collègues qui ont parlé précédemment. Et du coup, moi je vais. Et merci à Conférence pour l'accueil. Et moi, du coup, je vais présenter donc cette conférence que j'ai intitulée, parce que j'aime aussi les titres jolis, L'arme de guerre, le hip-hop produit-il une masculinité de résistance? En gros, l'idée, c'est de voir un peu comment les architectures conceptuelles que vous avez présentées dans vos deux présentations se déploient et se disent dans un cadre esthétique particulier qui est celui des musiques hip-hop. Donc je vais commencer par donner quelques éléments de définition. Donc si le terme de hip-hop à l'origine, ça désigne un ensemble culturel qui est apparu dans les quartiers, dans les marges urbaines de New York dans la seconde moitié des années 70, et qui est un ensemble culturel composé de 4 éléments: danse, graffiti, DJing et MCing, qui est le fait de rapper. On a tous un peu les images d'Épinal du rappeur à casquette à l'envers avec le graffiti sur les pochettes de disques, vous voyez ce genre de choses. Cette idée d'une culture hip-hop qui est un peu globale, c'est quand même progressivement délité au fur et à mesure de l'évolution du mouvement. Et donc le terme désigne aujourd'hui surtout un genre musical qui en est issu, qui est le rap. On pourrait complexifier, dans mes travaux je parle de musique hip-hop, mais là pour simplifier on va dire rap. Et donc c'est un mouvement une forme musicale qui est genrée principalement au masculin, parce que l'écrasante majorité des artistes qui sont mis en avant par l'industrie, par les médias et plébiscités par le public lui-même, est considéré comme emblématique et important dans ce mouvement musical-là, sont des hommes. Et donc, je pars du postulat que pour les auditeurs et les auditrices, les rappeurs incarnent des modèles de masculinité, et d'une masculinité en tant qu'elle est pratiquée par des hommes dans un contexte culturel fortement genré au masculin. Donc la performance hip-hop, le fait de prendre le micro en tant qu'homme pour rapper sur une instrumentale, c'est aussi une performance de genre, ça donne à voir une certaine forme de masculinité. Donc ça, c'est les présupposés sur lesquels je m'appuie pour développer. Quelques mots sur le contexte géographique et le corpus que je vais travailler dans cette présentation. Je m'inscris dans une perspective transnationale. Donc l'idée, en gros, c'est le thème de mes travaux de recherche par ailleurs. Là, pour simplifier, je vais admettre l'idée qu'il existe une culture hip-hop globale, là compris au sens d'un ensemble de références culturelles qui sont propres au rap comme genre musical. Et donc les normes et les représentations majoritaires dans cette culture sont produites aux États-Unis, parce que c'est le pays d'origine du rap, et que dans cette culture hip-hop mondiale, il occupe un statut hégémonique. En fait, ce qui définit les normes esthétiques et culturelles du rap, ça se produit aux États-Unis, et des scènes comme la France se situent en fait à la marge de cette culture globale. Et donc, au sein de cette culture hip-hop, circulent des normes et des modèles de masculinité, donc des façons d'être un homme, des façons de se présenter et d'agir comme un homme. Et donc ces modèles de masculinité sont en général, donc là tu l'as développé conceptuellement beaucoup plus brillamment que je pourrais le faire, mais ces modèles de masculinité sont en général produits par des artistes qui, sur l'axe race-classe, en gros, se situent à la marge. Donc là je reprends le concept de Bell Hooks, qui est le titre d'un de ses ouvrages qui a été traduit en français par quelqu'un d'ici d'ailleurs, Noémie Grunenwald, qui s'appelle De la marge au centre. Et donc le rap, c'est une musique qui est produite à partir des marges. Encore une fois, on pourrait en discuter dans le détail, mais dans l'idée, c'est quand même ça. Donc des marges urbaines et des marges raciales de la société. Et des marges de classe, donc des cultures populaires. Et donc les questions que je vais poser et auxquelles je vais essayer de répondre pendant cette présentation sont les suivantes. Quelles sont en gros les représentations de la masculinité qui sont produites par les artistes rap, les rappeurs? Et dans un deuxième temps, dans quelle mesure la pratique d'écoute de cette musique contribue à forger un rapport à la masculinité chez les auditeurs et les auditrices. Donc en fait, nous, on est les personnes qui écoutent du rap, a priori, on est nombreux et nombreuses à écouter cette musique, elle est largement mainstreamisée aujourd'hui. Donc comment le fait d'écouter, d'être auditeur de rap et de recevoir ces performances masculines, ça interroge et ça forme notre propre rapport à la masculinité. Comme on m'a déjà demandé, mais d'où tu parles de cette musique, je vais expliquer très rapidement d'où je parle, sans raconter ma vie parce que je suis pas là pour ça. Donc je parle en premier lieu en tant que passionné. Le rap,
Le hip-hop en général, c'est quelque chose qui a forgé qui je suis. Et vraiment, c'est une histoire de passion, donc c'est des choses que je pourrais pas expliquer, mais ça me semble important de préciser que je parle depuis cet endroit-là. Et donc j'interviens aussi ici en tant que personne qui produit du discours au sujet de cette musique, à la fois dans le cadre de mes recherches universitaires, parce que j'ai commis des mémoires de recherche sur les musiques hip-hop et j'essaye de faire financer une thèse sans succès pour le moment. Et donc commentateur en fait du rap, à la fois en tant que chercheur et en tant que rédacteur au sein d'un webzine qui s'appelle ABCDR du son. Abonnez-vous. Et enfin, je parle en tant qu'homme blanc en couple hétérosexuel, issu de la classe moyenne supérieure. Ça, c'est pour donner mon positionnement social, parce qu'encore une fois, c'est important de le rappeler, vu que je parle a priori d'un endroit qui est plus proche du centre que l'endroit dont parlent ces rappeurs dont je veux parler. Ce qui induit des biais qui en tant qu'ils sont des biais, je ne pourrais pas les expliquer, mais c'est important de spécifier ce fait. Mais donc, rentrons dans le vif du sujet. Et donc, mon point de départ, en fait, c'est l'idée, le cliché, en fait, largement répandu, qui est que le rap serait un genre musical sexiste, voire un genre musical viriliste, qui est un cliché qu'on a tous et toutes plus ou moins entendu, que le rap serait un lieu de reproduction des pires aspects de la masculinité hégémonique. Donc là, j'ai un petit florilège de ce type de représentation. Donc une masculinité où les femmes sont objectifiées et soumises. On a la figure du macro ici, avec cette couverture d'un album de Pimp C. Donc le mot pimp qui signifie macro en anglais. Et par ailleurs une masculinité violente. Donc là j'ai choisi cette image du rappeur Eazy, qui est membre de NWA. Donc voilà, une masculinité viriliste, qui objectifie les femmes, violente et nihiliste, qui cherche en gros à faire de l'argent par tous les moyens possibles. Donc en fait, là, les modèles de masculinité qui sont présentés dans le rap procèdent d'une éthique du travail néolibéral qui est appliquée au crime et au monde du crime. Donc voilà, cette notion que le rappeur, finalement, c'est le gangsta ou l'homme qui défie le système et qui triomphe du système. Donc mon postulat, c'est que la norme un peu hégémonique qui circule au sein des musiques hip-hop, c'est cette masculinité gangsta. Donc qui s'appuie sur des images archétypales qui relèvent plus largement de la masculinité noire. Là, je cite Andrea Clay. Et donc un répertoire en fait de modes de masculinité ou de modes d'être un homme. Donc le gangster, le débrouillard hustler, l'homme à femme, le tolard, le N-word. Et Andrea Clay ajoute, et c'est à peu près tout, la culture populaire et le hip-hop y compris ne proposent finalement aux hommes noirs qu'un nombre restreint de stéréotypes masculins. Donc c'est important, à mon sens, de rappeler que cette masculinité qu'on veut nous présenter comme l'incarnation, le parangon de la virilité hégémonique dominante, en fait, concerne un nombre assez restreint de catégories et de façons d'être un homme, de façons de s'exprimer. Et voilà, et que ces catégories sont toujours subjectivées, voire fétichisées. Et en fait, il y a dans la consommation du rap une certaine logique de fétichisation des virilités marginales. Cette thug life, en fait, cette virilité gangsta est vendue au public blanc comme un objet de consommation. Et là, je cite Florian Voros qui écrit, lui, sur la consommation du porno et ce que ça produit comme fantasme et comme représentation et comme mode de masculinité. Et donc il dit: les hommes arabes et noirs sont imaginés comme chauds, virils et extrêmes par des hommes blancs qui se présentent par contraste comme plus tempérés, modérés et civilisés. Le désir blanc de virilité lascar repose sur la transgression d'une norme de bon comportement bourgeois. Donc en fait, dans la consommation par le public de ces virilités, de cette masculinité gangsta, il y a quelque chose qui est de l'ordre presque de la pornographie ou du fantasme, c'est-à-dire avoir le frisson de cette virilité qui est présentée comme violente et altérisée, donc sauvage, sans s'exposer à la fois à la véritable violence physique dont elle émerge et sans participer ou sans vivre
les conditions sociales et matérielles qui poussent à la naissance de cette violence. Et donc cette masculinité virile, par ailleurs, c'est une masculinité qui est criminalisée ou hors la loi, et donc qui se situe en marge. Cette forme de masculinité, que j'ai appelée masculinité gangsta, apparaît comme à la fois un objet de consommation et un lieu de reproduction de la norme hégémonique de l'homme comme en tant qu'il objectifie les femmes, qui se montre violent et conquérant. Mais en fait, la situation est plus compliquée que ça. Et cette masculinité, en tant qu'elle est marginale, peut aussi servir peut offrir des possibilités d'émancipation. Et alors, un bon exemple de ça, c'est ce clip du groupe Run the Jewels, et qui est donc en featuring avec Gangsta Boo, une rappeuse, et qui montre comment... je vais laisser les images et la musique parler, et on en parle après. She said she wanted my dick in her mouth all day. Hey, I gave her that. Dick in her mouth all day. Hey, she play with that. Dick in her mouth all day. Hey, you want that. Dick in her mouth all day. Donc ça c'est donc le premier refrain du morceau, où on a donc un rappeur, Killer Mike, qui en gros ici incarne la virilité hégémonique, pour le dire très vite, puisqu'il dit je suis un homme à femme, je suis un player, pour reprendre le terme que j'utilisais tout à l'heure, et excuse my French, toutes les femmes veulent ma bite dans leur bouche. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce morceau est réalisé en featuring avec une rappeuse qui s'appelle Gangsta Boo, donc qui est une femme, mais qui porte dans son nom de scène même cette virilité gangsta. Et donc je vais montrer dans ce deuxième extrait du clip comment elle retourne et elle reprend cette virilité gangsta à son compte pour en faire un mode d'émancipation. Donc là, on voit comment le fait que ce soit une femme qui s'approprie cette présentation virile, ça fonctionne comme un mode d'émancipation et de revendication de sa subjectivité en tant que femme, par le prisme de cette masculinité-là. Donc là, c'est une citation de Keivan Javadzadeh qui écrit sur le sujet. Contre toute attente, une majorité de rappeuses font le choix de s'approprier les codes du gangsta rap. Elles y trouvent des possibilités d'expression et de contestation nouvelles, grâce auxquelles elles vont subvertir les normes de genre et de sexualité qui prévalaient jusque-là pour les femmes dans le rap. En se faisant gangsta et en retournant le stigmate de la bitch, elles entreprennent de battre les rappeurs à leur propre jeu. À travers ce répertoire d'images de la masculinité finalement assez limité qui est disponible dans le rap, ça offre quand même des possibilités d'expression de sa subjectivité. Et étant donné que cette masculinité se dit aussi à partir des marges, elle peut également être une masculinité de contestation avec la figure du rappeur, qui encore une fois est une figure viriliste, mais qui s'oppose frontalement à d'autres types de domination, de race, notamment de race ou de classe. Et la figure un peu centrale de ce type de positionnement viril, c'est celle de Tupac, dont Tupac Amaru Shakur, qui porte déjà dans son nom même ce statut révolutionnaire, puisque Tupac Amaru, c'est le nom d'un révolutionnaire péruvien, et il s'appelle Shakur comme sa mère, Assata Shakur, qui était une Black Panther révolutionnaire. J'ai mis cette image-là parce qu'on voit qu'il porte le tatouage de la panthère noire. Et donc, il incarne cet idéal finalement viril du rebelle et du presque une masculinité de guérilla, une masculinité de guerriero. Et finalement, en fait, à aujourd'hui, puisque dans l'état actuel du mouvement hip-hop aujourd'hui, le hip-hop c'est devenu un espace d'expression pour des subjectivités masculines marginales qui sont de plus en plus diverses.
avec notamment un accès à des masculinités noires et gays au mainstream. Je veux notamment parler de Tyler, the Creator, qui évoque peut-être quelque chose à certains dans la salle, et Lil Nas X, qui évoque sûrement quelque chose à certains et certaines dans la salle. Et par ailleurs, les modes de présence, on est dans un changement progressif de paradigme de la masculinité dans le rap, qui fait que les modes de présentation de soi en tant qu'homme évoluent et permettent plus de jeu avec les codes de la masculinité, quand bien même ces masculinités hip-hop restent ancrées dans la masculinité hégémonique. Et là, j'ai pris l'image du très beau photoshoot qui a été réalisé pour la couverture de l'album Jeffery de Young Thug, où donc il porte une robe qui est magnifique par ailleurs. Et quand bien même c'est un rappeur, tout ce qu'il y a de plus hétérosexuel, viril et gangsta. Donc tout ça pour dire qu'il serait en fait compliqué de définir une masculinité hip-hop, mais que le hip-hop c'est plutôt une forme ou un lieu, un espace d'expression pour des subjectivités masculines marginales. Et donc une forme esthétique qui permet de dire ce que c'est d'être un homme de différentes manières. Et de ce point de vue-là, en fait, là, on se trouve à un moment historique où les potentialités de ce mode-là d'expression ont été décuplées par une innovation technologique, qui est le plugin Autotune, qui donc est un logiciel de studio qui permet de modifier la tonalité et la fréquence de la voix. Donc d'une part, c'est une véritable révolution esthétique, qui en gros permet de généraliser la pratique du chant dans le rap et l'utilisation de mélodies. Et ça permet de contourner le stigmate autour du chant, qui, dans le rap, est une pratique qui est genrée au féminin, historiquement. On se souvient tous de la période des années 2000 où il était impossible d'avoir un morceau de rap sans avoir une chanteuse au refrain, et c'était vraiment la chanteuse, donc la femme, qui venait incarner ce côté mélodieux. Et donc le plugin Autotune, en permettant de retravailler la voix et d'utiliser la mélodie, permet aux hommes d'assumer en fait de chanter et d'assumer d'exprimer une palette d'émotions plus large. Parce qu'en fait, l'effet que le plugin produit sur la voix en la distordant, en fait, il donne à entendre l'émotion. Et comme là, je n'ai pas Autotune sur ce micro, et je vais jouer un extrait d'un rappeur qui s'appelle Solalune, qui a par ailleurs passé un petit peu de temps à Lyon, donc on représente sa localité, pour que vous voyez un peu ce que je veux dire. Descends du ciel, fais un vœu. Je vais en faire une expo comme Mona, fissure, je suis cassé en deux. Je vais en faire une expo comme Mona Ali, le quartier sera encore en deuil. Je suis rapta et j'attends mon réalise, le quartier sera encore en deuil. Et donc on entend bien en fait dans les variations mélodiques qu'il y a dans la voix, cette voix qui est presque à la limite de la rupture, et il parle même dans l'imagerie qu'il emploie, on retrouve cette image-là parce qu'il parle de fissure. Et donc pour moi, ce que j'ai appelé, avec un peu de pédanterie, il faut bien le reconnaître, l'ère d'Autotune, c'est finalement cette ère, donc ce nouveau paradigme où il est possible pour les hommes qui rappe d'exprimer la tristesse. Ça reste qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit et qu'on ne me fasse pas dédouaner ces rappeurs en disant qu'ils seraient déconstruits. C'est une musique qui reste imprégnée des codes de la virilité gangsta dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire que même s'il est davantage question de mélancolie, de tristesse et de quelque chose qui pourrait s'apparenter à la fragilité ou qui serait codé comme fragile, ça reste une musique qui est empreinte de posture profondément virile. Et pour l'illustrer, je pense qu'il y a un rappeur qui s'appelle Isha qui a tout dit quand il a rappé « Mes petits rebeux vont te dévaliser si tu te moques de leurs vœux, je te leur faire alisser ». Donc c'est-à-dire que quand bien même, on a voulu faire de PNL avec leurs cheveux lisses et leur attitude soigner les ambassadeurs d'une nouvelle masculinité dans le rap, en fait, elle reste ancrée dans le même fond que précédemment, c'est-à-dire cette virilité marginale, virilité gangsta qui est aussi lieu de contestation dont je parlais tout à l'heure. Simplement, elle peut dire quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est la tristesse. En fait, une faille s'est ouverte avec l'arrivée d'Autotune dans cette virilité gangsta. Et cette faille laisse entrevoir la souffrance, la colère, la violence
la rage cède place à la tristesse. Et la musique permet donc en fait de jouer le rôle d'exutoire. Et c'est d'autant plus vrai que c'est une musique qui vient de lieu marginal. Et je crois que Cassandre, tu rappelais tout à l'heure, qu'il y a cette stigmatisation des psys, en général la figure du psy, et de la thérapie et du soin. Donc j'ai un petit medley qui va illustrer ce que je veux dire sur le rapport au psy. Mes gars ont jamais vu la tour Eiffel. La street c'est tous les jours. Ils pensent que les docteurs c'est pour les faibles, les psys c'est pour les fous. Et donc rien, ça me rend pas plus heureux. Et l'amour, j'en ai pas, et je ferais bien plus d'euros. Hein, c'est triste, ouais, tranquille c'est la vie. Vraiment triste, elle me fait pas comme la psy. T'as beaucoup. Je peux pas aller chez le boumara parce que j'ai peur du ciel. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de test. J'ai plein de principes stupides que je dois respecter. Quand on me demande pourquoi, je réponds parce que c'est comme ça au quartier. Donc voilà, en fait, ce sont les masculinités les hommes auxquels le hip-hop fournit un moyen d'expression. Ce sont des hommes qui, en raison de logiques profondément ancrées dans le patriarcat, n'ont pas la possibilité ou n'ont pas d'autre endroit pour exprimer leur tristesse. Et là, en fait, avec ce changement de paradigme, même si c'était déjà le cas, enfin, il y a une longue histoire de la musique comme exutoire de la souffrance des hommes qui remonte au minimum au blues. Mais là, c'est un nouveau paradigme et c'est finalement la couleur du rap mainstream en ce moment, c'est cette tristesse-là. Et ça, à mon avis, et assez paradoxalement, c'est un beau message d'espoir. Pourquoi ? Parce que, et là, en gros, je m'appuie sur les conclusions de Bell Hooks dans ce très beau livre que je recommande à tous les hommes, tout le monde mais dans la salle, mais en particulier tous les hommes dans la salle, de lire, qui s'appelle qui a été traduit en français par La volonté de changer les hommes, la masculinité et l'amour. Et donc, en gros, le constat de Bell Hooks dans ce livre, c'est que la masculinité et la masculinité patriarcale procèdent d'une blessure et d'une mutilation. On mutile les hommes de leur capacité à ressentir des émotions. On les prive de leur droit d'être tristes, de leur droit de ressentir de l'empathie et de leur droit de trouver des choses belles ou jolies, ce genre de choses. Et donc Bell Hooks dans ce livre explique que pour les hommes, la lutte contre le patriarcat et contre la masculinité hégémonique passe d'abord par le fait de recouvrer notre capacité à ressentir et à ressentir et à apporter du soin et à guérir. Et dans le cas du rap, de plus en plus, on est face à une musique qui offre aux hommes les moyens esthétiques d'être tristes, de ressentir leur souffrance émotionnelle et de l'exprimer. Et celles et ceux dans la salle qui ont souffert de maladies mentales le savent très bien. Dire la souffrance, c'est le premier pas vers la guérison. Savoir l'exprimer. Et donc le rap fournit un moyen esthétique d'arriver à ça, d'arriver à dire la souffrance pour des gens qui n'ont pas accès aux outils thérapeutiques, les psys, etc., qui leur permettraient de dire cette souffrance dans les mots du système. Donc c'est une manière un peu, c'est de la thérapie DIY si vous voulez. Il vaut mieux aller chez le psy, ça marche mieux. Et donc par ailleurs, le rap, en fait, l'interprétation rappée dans ce paradigme-là, c'est une pratique de soin. Enfin, ça peut s'entendre comme une pratique de soin de soi, déjà, pour le rappeur, qui, en exposant ses mots, les retravaille et parvient à rechercher une forme d'apaisement. Et c'est également une forme de soin pour le public. Et là, on retombe sur la figure du rôle de l'artiste dans la société, qui a aussi un rôle de soin des blessures collectives de l'âme. Et donc, l'enjeu de la masculinité dans le rap, un des enjeux de la masculinité dans le rap en ce moment, c'est de permettre à cette tristesse collective des hommes de sortir et donc fournir un lieu de catharsis. Et c'est donc pour ça que par les temps de troubles qui courent, pour toutes ces raisons,
on a besoin collectivement, en tant qu'homme et en tant que peuple, d'un nouvel album de PNL. Ça commence à faire longtemps. Donc Tariq, Nabil, si un jour vous tombez sur cette conférence, vous savez quoi faire, merci.